Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All-in PL et aujourd'hui c'est mes pronos du vendredi sur les matchs de la 13e journée de Premier League. 3 matchs qui m'intéressent sur ce week-end. Le tout premier, ça va être Manchester United qui affronte Crystal Palace, très grosse rencontre, mais également, on l'espère, le comeback de Liverpool face à un West Ham de retour. Et enfin, le choc évidemment de ce week-end, Chelsea-Arsenal, deux équipes au sommet actuellement en Europe. On va voir ce que ça va donner, ça peut être déjà probablement un tournant pour le championnat. Petite intro, et c'est parti. N'oublie pas de laisser ton triplé, like, commentaire, abonnement, ça m'aide énormément et ça me permettra toujours de te proposer encore plus de contenu. Premier match donc de ce week-end qui va nous intéresser, Crystal Palace, Manchester United, deux équipes qui étaient sur une bonne run, c'est-à-dire que les deux équipes étaient sur 5 matchs sans défaite, 4 victoires du côté de Crystal Palace, 1 nul et 4 victoires du côté de Crystal Palace, 1 nul, et 3 victoires du côté d'United pour 2 nuls. On avait notamment eu la victoire dernièrement du côté d'United face à Chelsea et face à Liverpool. On avait également eu la victoire face à Sunderland, qui est un très beau Sunderland actuellement, et dernièrement le nul face à Tottenham, donc on pouvait espérer de grandes choses de la part de United. Et pourtant, on a un United qui vient de tomber le week-end dernier, ou plutôt lundi, face à nos chers amis de Everton. Pourtant réduit à 10 contre 11, donc grosse contre-performance du côté d'United. On a eu une équipe de Everton qui s'est sabotée toute seule avec ce carton rouge complètement bête de Idrissa Gana Gueye. Et c'est incompréhensible que United n'ait pas réussi à s'en sortir. Alors on peut sûrement mettre ça un petit peu sur le dos des absents. On a quand même Matheus Cunha qui s'est blessé dernièrement. On a également Sesko qui est blessé depuis le match face à Tottenham. On a Maguire également qui manque. Et on a pu voir que voilà, l'insertion de Joshua Zirkzee par exemple n'a pas été très convaincante. Il a touché pas mal de ballons. Il a eu quelques occasions notamment de la tête. Et il en a loupé la majorité. Ça a été quand même un match très difficile. Ils ont été dominés dans le jeu malgré l'effectif moindre. Ils ont été dominés par Everton. On a eu au milieu de terrain à nouveau la paire Fernandez qui n'a pas très bien marché, et Yoro n'a pas forcément été très convaincant sur cette défense. Alors, est-ce que c'est un manque de connexion avec l'absence de Maguire qui quand même avait l'air d'être un petit peu ce pilier en défense qui faisait que ça remarchait mieux depuis, avec l'arrivée de Sen-Lamens et tout, ça tournait un petit peu plus du côté de United, et là ça semble être beaucoup plus dur. Alors oui, ce n'est qu'une défaite, mais c'est une défaite tellement criante, et surtout même le match nul, quand on y pense, le match nul face à Tottenham qui est très décevant ces dernières semaines, qui en plus était mené au score, ils sont revenus dans les dernières minutes, ça a failli être une défaite du côté d'United, et celle-ci, on peut se dire que ça fait très mal à la tête. Il y avait également eu le match nul face à Nottingham Forest, oui, à Nottingham Forest qui est de retour, avec les préceptes de Sean Dyche, ils sont beaucoup meilleurs, enfin ils sont bien meilleurs, pardon, beaucoup meilleurs, ça n'existe pas, ils sont bien meilleurs, mais il y a des questions à se poser sur le cas United, qui pourtant était sur une bonne lancée, et est-ce que Amorim montre à nouveau ses limites, montre qu'il n'a pas la capacité de réaction. Pourtant, il a des solutions sur le banc, il y a la possibilité de faire jouer certaines pépites. Je pense à Kobe Mainoo, qui ne fait quasiment pas jouer, alors qu'on sait que c'est un des cracks du côté de United. Il y a des solutions sur le banc, j'ai pas l'impression qu'en tout cas, il arrive à s'adapter à ce qui se passe, et aux quelques blessures, parce qu'ils n'ont pas tant de blessures que ça, mais oui, c'est des blessures importantes. Je pense notamment à Cunha, je pense notamment à Maguire. Mais le United ne trouve pas la solution. Du côté de Crystal Palace, on est quasiment à effectif plein. Voilà, on a Ismail Assar qui est toujours hyper performant. On a Adam Wharton qui est au sommet de son art sur cette saison. Franchement, je le trouve hyper impressionnant. Et actuellement, pour moi, c'est clairement le meilleur joueur du côté de Crystal Palace. Même si on a évidemment Jean-Philippe Mateta qui, en plus de ça, en plus d'avoir fait ses premières sélections, son premier but en sélection, nous sort un top début de saison, qui en est déjà à 6 buts en première liste cette saison, donc l'un des meilleurs buteurs quand même de ce championnat, et on est sur une équipe qui roule très bien. En plus de ça, ils ont un top gardien avec Henderson, qui est vraiment un de mes gardiens préférés de Première Ligue, notamment quand il y a du soleil, si vous avez la ref. Mais on est sur quand même, je pense, un Crystal Palace qui actuellement a un jeu plus léché que United. En plus de ça, c'est à domicile pour Crystal Palace, car le déplacement à Selhurst Park, c'est toujours un déplacement difficile pour n'importe quel club. En plus, c'est un des plus, je trouve, des publics les plus bouillants d'Angleterre. J'adore ce stade. Donc, ça va être un match très compliqué pour United. Honnêtement, je vois une victoire de Crystal Palace, sur le score de 2-1. Je pense que les deux équipes vont marquer, même si United a beaucoup de mal, mais ils ont quand même des sûretés. Je pense à un Mbeumo qui, oui, a fait un très mauvais match face à Everton. Vraiment, il a été complètement absent. Et je pense qu'il va vouloir se racheter de ça. On a un Mount que je trouve quand même très qualitatif cette saison par rapport aux saisons précédentes. Maintenant, il faut espérer que Zirkzee peut-être s'y retrouve, parce que malheureusement, en pointe, ils n'ont pas d'autre solution actuellement avec l'absence de Sesko. Et il faut que Fernandez soit
ce fer de lance du côté d'United, mais pour autant, je vois un Crystal Palace dominant. Il y a également la conservation pour l'instant de Marc Guéhi du côté de Palace qui apporte vraiment une solidité défensive. Ils n'ont pas tant encaissé de buts que ça cette saison. Et United, voilà, a quand même quelques difficultés à inscrire des buts. Comme je vous le dis, même à 11 contre 10 face à Everton, ça a été vraiment une déception ce match-là. Je voyais vraiment pas cette défaite venir parce que une fois qu'ils sont réduits à 10 contre 11, Everton, je me suis dit, United va prendre l'ascendant. Et pourtant, c'est Everton qui, après cette expulsion, marque le but, mais qui scellera la victoire, le seul but du match. Et je trouve ça, vraiment, ça c'est une défaite qui fait mal psychologiquement, mais c'est également une défaite qui ne doit pas arriver pour un club comme United. En plus de ça, Crystal Palace, là, eux, viennent d'enchaîner également une défaite face à Strasbourg, en Conference League. Et United a une semaine de repos. Ils ont joué lundi, ils jouent seulement dimanche, alors que Crystal Palace aura joué jeudi, ils jouera dimanche. Donc, temps de repos beaucoup plus important pour United, mais pourtant, je n'arrive pas à les voir gagner. Voilà, United actuellement me déçoit énormément. C'est une équipe que j'attendais beaucoup. C'est vraiment une équipe que j'ai envie de voir performer parce que sur les dernières saisons, je trouve qu'il manque énormément à ce championnat, à la tête de championnat ou même aux compétitions européennes. C'est un club qu'on avait l'habitude de voir il y a ça 5-10 ans, qu'on voyait tous les ans en Champions League, qui était vraiment une des équipes phares de notre championnat, et de les voir disparaître de plus en plus, parce que chaque année, j'ai l'impression que c'est pire. Alors, la saison dernière, je pense qu'on pouvait pas faire pire, mais j'ai l'impression que ça va pas non plus en s'améliorant. Je pense que Amorim n'a toujours pas trouvé la solution, et ça fait plus d'1 an maintenant qu'il est sur le banc d'United. Donc, à eux de se réveiller très très fort. Je vois une victoire de Crystal Palace, et honnêtement, j'espérerais voir United au moins s'en sortir sur ce match-là. Deuxième match qui m'intéresse sur ce week-end, l'affrontement entre West Ham et Liverpool au London Stadium. Donc, déplacement pour Liverpool. Liverpool en crise, voilà, qui affronte un West Ham de retour, voilà, West Ham qui jusqu'à présent était avant-dernier, juste devant Wolverhampton qui fait la saison catastrophique, la pire possible, mais on a un West Ham qui revient avec l'arrivée de Nuno Espirito Santos, qui a eu évidemment sur ses premiers matchs quelques difficultés à l'arrivée parce qu'il a récupéré évidemment un groupe meurtri, voilà, un groupe qui ne fonctionne pas du tout cette saison, mais il reste sur 3 matchs sans défaite, avec 2 victoires dedans. C'est plutôt une bonne réaction de sa part, avec un effectif qu'on connaît, hein, des Jarrod Bowen, des Lucas Paqueta, des Malik Diouf, même Alphonse Areola. Voilà, on a quand même une stabilité qui est en première ligue depuis plusieurs années, des joueurs qui connaissent ce championnat, et s'il réussit à trouver les mots pour leur permettre de performer, ça peut être une équipe qui, au moins, réussira à se maintenir en première ligue. Là, déjà, ils sont ressortis de la zone rouge. Il faut leur souhaiter de continuer comme ça. Et en face, t'as affaire peut-être au pire Liverpool qu'on ait vu de l'histoire de la Première Ligue. Je parle de l'appel depuis 92, parce que avant ça, j'ai pas tous les références de Liverpool, mais on est sur 9 défaites sur les 12 derniers matchs. J'ai jamais vu Liverpool perdre autant. J'ai jamais vu ça. On est sur un coach qui est complètement dépassé par la situation, qui vient d'avoir une réunion, d'après ce que j'ai entendu dire, avec ses dirigeants qui lui ont clairement fait comprendre que s'il ne ramenait pas les 6 points de ses 2 prochains matchs, eh ben, il serait normalement viré. En tout cas, c'est les rumeurs qu'il y a autour de Arne Slot. On est sur un Liverpool qu'on sent complètement perdu. On parle quand même de l'équipe championne actuellement. C'est encore eux les champions en titre d'Angleterre. On parle d'une équipe qui a dépensé près de 500 millions. On parle de 480 millions quand même. Alors, vous me direz, ils ont vendu, effectivement. Mais et ils ont lâché presque un demi-milliard sur ce mercato. Ils ont fait venir des joueurs. C'est pas des petits joueurs qu'ils ont fait venir. On parle quand même de Wirtz, qui était sûrement avec Musiala l'un des 2 meilleurs joueurs de Bundesliga la saison passée. On parle de Isaac, qui était sûrement le meilleur neuf la saison passée, parce que Haaland était complètement en déperdition, parce que les Lewandowski ça marchait pas, parce que Kylian Mbappé, oui, lui marchait sur l'eau, mais son équipe ne fonctionnait pas. Et on était sur un Isaac prime. Et il n'y arrive pas du tout. On a un Ekitiki qui vient de se blesser en plus, qui était peut-être la seule recrue qui marchait de leur côté. Frimpong, il joue pas depuis le début de la saison. Kirkez, il n'y arrive pas du tout. Et en plus, on a un Slot, on a l'impression qu'il veut absolument faire jouer ces nouvelles recrues. Je pense qu'un Robertson, pour l'instant, a plus prouvé qu'un Kirkez. Je pense que Isaac, il l'a trop fait jouer alors qu'il n'y arrive pas et il n'a pas fait jouer assez Ekitike, mais maintenant Ekitike s'est blessé, donc la question ne se pose plus. On a un milieu de terrain qu'on ne reconnaît pas du tout. McAllister, Gravenberch, ils ont disparu. Je suis désolé, mais Gravenberch, le repositionnement en tant que milieu défensif, c'était la trouvaille de Slot la saison passée, et cette année ça ne marche plus du tout. La défense... Wow. Konaté, j'en parlais déjà depuis le début de la saison, je le trouvais très mauvais, mais c'est de pire en pire. Et là, maintenant, tu as même Van Dijk qui s'y met. Peut-être la main qu'il a mise, là, cette semaine, face à... Mais j'ai même oublié... face au PSV. Face au PSV, 5 premières minutes du match, il te sort un dunk de basketteur. C'est pas possible. Tu te dis, c'est quoi ?
Enfin, à quel moment le Liverpool de la saison passée peut faire ça? Je comprends pas. Le seul joueur qui s'en sort du côté de Liverpool, c'est Szoboszlai. Et que ce soit Mamardashvili, le retour de Alisson, il est pas bon. Alors que c'était le seul qui tenait vraiment la baraque avant sa blessure. Franchement, c'est la crise. De toute façon, là, Liverpool, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Je pensais que déjà le City de la saison passée, qui s'était effondré, qui avait enchaîné 5 défaites d'affilée, ce qui n'était jamais arrivé à Guardiola. Je pensais que c'était le fond, la pire descente possible pour un club qui a surdominé son championnat. Eh ben non, Liverpool nous prouve que c'est possible de faire pire d'une saison à une autre. Et là, c'est bien sûr, on est tous d'accord pour dire que c'est de l'ordre du psychologique. Là, c'est mental le problème qu'il y a du côté de Liverpool, parce que l'effectif est bon. Sur le papier, tu as sûrement l'un des meilleurs effectifs d'Europe, il n'y a juste aucun doute. Oui, la profondeur de banc laisse un petit peu à désirer, mais en dehors de ça, sur le 11 type que tu as, tu es sur un 11 prime. Je pense pas que Liverpool ait beaucoup de blessés. Là, je vois Ekitike tête, et je sais même pas s'il y en a beaucoup d'autres, je vais quand même regarder. On a qui? Frimpong, oui, bon, ça je l'ai dit. Ah, Wirtz. Ah, j'avais pas vu que Wirtz était blessé. Oui, c'est exact qu'il a pas joué face au PSV. Bon, Wirtz, mais bon, vu ce qu'il nous montre depuis le début de la saison, est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai manque? Je ne pense pas. Bradley, ben voilà, hein, Bradley, ouais, on est obligé. Ah ouais, il a. J'avais pas vu que face au PSV, il avait fait jouer Curtis Jones en latéral droit. Ah, il y a quand même, bon, 2-3 manques du côté de Liverpool, mais ces manques-là, c'est pas, enfin, ils sont récents. Je veux dire, Wirtz, c'est très récent. Frimpong, de toute façon, il a jamais rien montré. Et je trouve que Bradley faisait peut-être des meilleures prestations que lui. Donc, c'est quand même un manque du côté de Bradley. Et Ekitike, bon, on vient de le perdre à l'instant. Donc, il faisait pas partie de tout le problème que tu avais depuis 3 mois. Mais c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique. Du côté de Liverpool, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il régresse par rapport à la saison passée, parce que j'en avais discuté avec pas mal d'amis. C'est que de faire venir autant de joueurs dans ton 11, c'est surtout ça le problème. Ça va forcément déstabiliser énormément le groupe. Il faut le temps au collectif de se trouver, aux liaisons entre joueurs sur les côtés ou autres de se créer. Et le départ, on voit d'un Alexander Arnold marque le club. Évidemment, le décès de Diogo Jota, évidemment, pèse sur ce club. Mais c'est pas que ça le problème. Il y a quelque chose d'autre. Je sais pas ce qui se passe en interne, mais il y a un vrai problème du côté de Liverpool. Et on va voir sur ce match-là si Liverpool a la capacité de réagir et surtout a l'envie de réagir pour son coach. Parce que là, c'est très simple. S'il y a défaite face à West Ham, je pense que Slot est viré dans la semaine. En tout cas, là, je pense que c'est bon. C'est la fin. Et d'après les rumeurs qu'on a entendues, c'est le cas. Donc, victoire obligatoire pour Liverpool. Mais pourtant, en face, on a vraiment un West Ham qui revient le couteau entre les dents, avec un Nuno Espirito Santos qui est venu avec un vrai plan de jeu, qui est venu avec une vraie idée, qui convient plutôt bien à West Ham, qui franchement fait de belles prestations. Et ça se passe chez eux. C'est au London Stadium. Liverpool est dans un marasme pas possible. Et je ne penserais pas dire ça en début de saison, mais là, je vois Liverpool être battu par West Ham, par une des équipes qui, sur ce début de saison, je donnais clairement relégable. Et là, je vois un West Ham peut-être gagner. Sur la plus petite démarche, voilà, Liverpool a du mal à marquer, se crée beaucoup d'occasions, parce que mine de rien, il se crée quand même des occasions, mais il n'arrive pas à marquer. Et la défense, elle est catastrophique. Konaté, qui 2 fois d'affilée sur les 2 derniers matchs, est sorti avant la 60 ou la 70e minute. Et c'est un vrai message. C'est vraiment parce qu'il fait des matchs catastrophiques qu'il sort à ces moments-là. Et là, c'est juste pas possible. Le problème, c'est que t'as pas de solution. Voilà, en défense, Gomez, c'est pas une solution. Et il y a l'absence il y a trop d'absence, enfin, pour la rotation dans la défense. Le fait de ne pas avoir réussi à faire Marguerite pendant cette fenêtre de transfert en été est trop importante. On en entend parler là sur la fenêtre hivernale qui arrive, une possibilité d'aller le chercher. Mais je pense pas que ça réglera tous les problèmes. Et là, clairement, voilà, je le dis, je vois West Ham l'emporter devant Liverpool. Et sur la plus petite démarche, 1-0, c'est clairement ce que je vois. Et c'est triste. c'est malheureux. Le gros match du week-end, ce choc qu'on attend tous après les matchs de cette semaine en Champions League. Évidemment, Chelsea face à Arsenal au Bridge. Voilà, deux équipes qui, actuellement, marchent sur l'eau. On a un Chelsea qui vient de battre à domicile le FC Barcelone 3-0. Un Arsenal qui vient de battre sûrement la meilleure équipe d'Europe, qui est le Bayern de Munich 3-1. Dans les deux cas, les équipes ont très clairement dominé leur adversaire. J'ai fait déjà des débriefs si vous voulez aller les voir sur ces deux matchs. On est sur un Chelsea qui réussit très bien face au gros cette saison. Pour un Arsenal qui a eu 2-3 difficultés quand même, avec quand même une défaite face à Liverpool. Alors Liverpool qui était encore sur sa phase réussie du début de saison, mais également un nul face à un City que je trouvais décevant. Oui, il y a eu des victoires face à United, il y a eu des victoires face à Tottenham le week-end dernier, Newcastle qui est quand même un gros déplacement à St James Park.
Mais voilà, c'est pas la réussite qu'on a connue aux Gunners sur les dernières saisons. On avait vraiment, je crois, sur les 3 dernières années, Arsenal qui n'a jamais perdu face à un membre du top 6, du Big Six, et du coup, on a eu Liverpool quand même cette année. Mais en dehors de ça, on a quand même un Arsenal qui est déjà premier du championnat, avec 6 points d'avance sur Chelsea, son dauphin. Mais si on vient un petit peu, on va commencer à parler de Chelsea au début. On est sur une équipe qui, face au gros, fonctionne très bien parce que Maresca a cette capacité à s'adapter et à préparer son groupe pour contrer l'équipe adverse. Surtout, il fonctionne très bien sur les équipes qui ont un vrai plan de jeu établi. C'est-à-dire qu'Arsenal a un très bon jeu, a vraiment un plan de jeu établi, il y a vraiment une méthode, a une façon de jouer. Et c'est vrai que Chelsea, dans ces configurations-là de match, souvent réagit très bien. En plus, on est sur un Chelsea voilà, qui fonctionne très très bien avec évidemment Estevao. On va en parler de ce jeune, autant en parler tout de suite, qui est, je pense, ma découverte de cette saison. Voilà, depuis le début de saison, il est impressionnant. Il réussit tout ce qu'il entreprend. C'est un jeune, il n'a pas peur. Voilà, c'est un Brésilien. Il arrive avec cette envie de dribbler, de provoquer, de créer des espaces, et il le fait très très bien. Peut-être sur le côté le plus faible d'Arsenal, parce que voilà, il est sur l'aile droite et en face, ce sera Calafiori. C'est peut-être pas le meilleur défenseur du côté d'Arsenal. En plus de ça, avec l'absence de Gabriel qui est de ce côté-là aussi, ben, ça sera soit Nketiah, soit Mosquera. Donc même pas la charnière aile gauche titulaire du côté d'Arsenal. Donc on a un joueur qui peut créer énormément de différence. On a l'arrivée de Garnacho qui fonctionne plutôt bien. Je trouve qu'il a pris de la place. Il ne laisse même pas la possibilité à Gittens pour l'instant de prendre vraiment du temps de jeu en tant que titulaire. La grosse question, ça va quand même être ce numéro 9, João Pedro, Liam Delap, qui va prendre cette place. On ne sait pas encore, mais c'est pour l'instant, voilà, on a eu un très très gros début de saison de João Pedro, mais qui s'est au fur et à mesure des matchs un petit peu endormi. Par contre, on a eu la révélation, voilà, Estevao, on a eu Garnacho qui fonctionne très bien, on a Enzo Fernandez qui revient plutôt bien, on a de toute façon un Caicedo comme face au Barça, mais même depuis de nombreuses saisons, montre que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur 6 de Première Ligue. C'est un collectif qui fonctionne très bien, malgré la blessure de Colwill en début de saison. On a un Chalobah qui prend plutôt très bien ses marques et qui réussit carrément bien en défense. Il a fait un super match face au FC Barcelone. On a le retour d'un Reece James physiquement apte, qui en plus est rentré un petit peu dans ce milieu de terrain et ça fonctionne très très bien. Voilà, la paire Caicedo-Reece James fonctionne très bien parce que Reece James a cette capacité, en plus d'être physiquement impressionnant, a une capacité de vision de jeu et de transmission, de transversale et autres, très 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 important. Franchement, je le trouve très très bon là-dedans. On a évidemment en défense, on a Cucurella qui a sorti, je pense, son meilleur match depuis qu'il est du côté de Chelsea face au Barça. Franchement, il a sorti un top match. Il a pocket pendant 1h30 Yamal, c'était impressionnant. Les grosses questions que je vais avoir, ça va être évidemment Robert Sanchez. Robert Sanchez qui est pour moi pas du tout une valeur sûre du côté de Chelsea. Voilà, ça reste, je pense, leur plus gros point faible. Fofana, je le trouve pas. J'ai du mal avec Fofana, voilà. J'ai du mal. De toute façon, c'est un joueur que je trouve très en dilettance. Voilà, des fois, il te sort des très bons matchs. Des fois, il sort des matchs où il est complètement à côté de ses pompes. C'est un joueur très très ambigu. On ne sait jamais vraiment ce qu'il va donner, ce que la performance donne. Et en plus, il peut te faire des top performances et faire des grosses erreurs qui te plombent un match comme ça, par un manque d'inattention ou autre. Malo Gusto, je le trouve plutôt bon sur ce début de saison. Voilà, Malo Gusto, sur l'aile droite, il a plutôt montré de bonnes choses. Et Estevao, qui sont très très complémentaires. Je trouve que les deux ont commencé à vraiment créer une vraie connexion entre eux et à échanger excessivement bien. Les dédoublements dans le dos de Gusto sont vraiment excellents. Estevao, voilà, c'est pour moi ce joueur qui actuellement porte cette équipe. Et en plus, on a la possibilité de voir le retour d'un certain Cole Palmer, voilà, qui était blessé depuis un petit moment. Alors, on le verra sûrement pas en tant que titulaire, mais il aura peut-être la possibilité de prendre quelques minutes de jeu. En tout cas, on le donne apte pour ce match-là. Mais voilà, on est sur cette équipe qui actuellement peut poser problème à Arsenal, sur un Arsenal qu'on va dire prime. Voilà, on est sur l'accomplissement du projet Arteta actuellement. Tout fonctionne bien, c'est une équipe complète qui a autant la meilleure défense d'Europe, voilà, vraiment une défense solide où c'est très très dur d'aller leur marquer des buts, et en face, t'as une attaque prolifique. Au niveau des stats, on est sur deux équipes qui sont quand même assez proches. On a Arsenal qui marque 24 buts depuis ce début de saison contre un Chelsea qui en a marqué 23. Donc on est quand même sur deux attaques à peu près équivalentes qui ont tendance à marquer autant de buts l'une que l'autre. Mais on a quand même un Chelsea qui encaisse plus, déjà 11 buts contre 6 pour Arsenal. Et on est sur ce Arsenal qui, peu importe face à qui ils vont jouer, ils ont les capacités de changer complètement le cours du match. Même si tu laisses le ballon à l'adversaire, comme ce qu'on a vu lors de la première mi-temps face au Bayern,
tu as cette capacité de bloc défensif hyper compact, malgré le fait que tu sois haut sur le terrain. C'est pas une défense très très basse, tu vas pas défendre dans tes 25 mètres, tu vas défendre haut, tu vas mettre un vrai pressing en place. En plus, techniquement, pour faire ressortir les ballons, c'est toujours quali, il y a très peu de déchets. Et tu as là toujours bah voilà, le fameux 7 piece FC, cette capacité sur coup de pied arrêté à débloquer des matchs, à ouvrir le score. Et ça aide énormément. En plus de ça, dans le jeu, sur les derniers matchs, bah, on a vu que tu y arrivais de plus en plus. Face à Sunderland, c'est 2 buts dans le jeu. Face à Tottenham, les 4 buts rentrés, c'est 4 buts dans le jeu. Au Bayern, c'est 2 buts sur 3 qui sont dans le jeu. Donc de plus en plus, tes connexions sur le terrain, ton jeu est de plus en plus fluide. Tes joueurs se trouvent de mieux en mieux, arrivent à créer vraiment des espaces. Et on voit qu'avec l'absence là dernièrement de Guillaume Keres, Merino qui a pris sa place, a tout à fait cette capacité à créer des espaces pour Eze, qui peut débloquer un petit peu sur les côtés, laisser un petit peu plus Saka déborder, ou Trossard qui vient de se blesser, donc il sera sûrement remplacé soit par Martinelli, soit par un autre joueur. On a également le retour de nombreux blessés. On a Odegaard qui est censé être de retour, on a Guillaume Keres qui est censé être de retour, on a Madueke également qui est de retour. Donc en plus de ça, on a des forces en présence qui reviennent excessivement, et on est sur un Arsenal que j'ai jamais vu aussi fort. Voilà, on est sur sûrement l'une des 2 ou des 3 meilleures équipes d'Europe actuellement. Ils l'ont montré en battant le Bayern, voilà, et de la plus belle des manières. Donc on est vraiment sur un choc de titans. On est sur un Arsenal, donc premier de PL avec 6 points d'avance sur Chelsea. Si Arsenal gagne, ils prennent 9 points d'avance sur Chelsea et 7 en fonction, sur City en fonction du résultat de ce dernier. Mais ça pourrait déjà être un gros gap. À la différence, si Chelsea gagne, ça permettra de resserrer un petit peu la course au titre et de redonner un petit peu d'allant à ce championnat. C'est vrai que si Arsenal gagne, les 9 points d'avance sur Chelsea, qui semble quand même être peut-être la seule équipe en capacité de les contrer, ça fera vraiment un gros gap. Alors oui, évidemment, on ne gagne pas de titre en novembre-décembre, là on est plus en décembre qu'en novembre, mais ça peut déjà créer un boulevard pour Arsenal avant le Boxing Day, sachant que je crois que, si je dis pas de bêtises, Arsenal a quasiment affronté tous les membres du Big Six, même c'est sûr. Une fois qu'ils auront affronté Chelsea, ils auront déjà affronté tous les membres du Big Six jusqu'à janvier, où le calendrier sera un peu plus tranquille. Donc c'est une grosse étape pour les 2 équipes. Chelsea n'a pas le droit de perdre, Arsenal ne doit pas perdre pour conserver cet allant hyper positif de leur côté, et surtout aller chercher ce titre qui leur échappe depuis tant d'années. C'est sûrement la bonne année pour Arsenal, je ne cesse de le dire, je veux y croire. Ce match-là pourra déjà être un des tournants, moi je le pense, que si Arsenal gagne, ce serait déjà un tournant pour le championnat, et que on aurait toutes les cartes en main pour le remporter, parce que même avec une défaite de Chelsea, je vois un Arsenal plus solide. Je vois un Arsenal qui perdra beaucoup moins de points sur toute la longueur de ce championnat que Chelsea, qui a quand même tendance à osciller. Voilà, on connaît Chelsea, ils ont la capacité de faire des matchs exceptionnels, comme ils ont la capacité des fois de faire des matchs complètement hors sol. Je pense notamment au match face à United, c'était n'importe quoi. Il y a eu des défaites comme ça complètement stupides, alors qu'on est sur un effectif XXL, on est sur un effectif de malade. Mais voilà, Chelsea a toujours cette capacité à se saboter, mais Arsenal aussi. Mais cette année, on les sent beaucoup plus forts, on les sent beaucoup plus stables et beaucoup plus propres dans tous les aspects du jeu. Et avec un Arteta qui a peut-être enfin trouvé la solution et qui a amené tout ce qu'il voulait. Et l'effectif est tellement pléthorique que t'es sur une équipe prime. Donc Arsenal, je les vois plus forts actuellement que Chelsea, même si Chelsea a très bien joué. On parle quand même d'un Barça malade. Je l'avais déjà dit lors de mon dernier débrief. C'est un Barça qui a fait un match nul face à Bruges. C'est un Barça qui s'est fait exploser face à un Real qui sont eux-mêmes malades, qui ont perdu face à Liverpool, qui ont failli encore une fois perdre face à l'Olympiakos. Des matchs normalement sur lesquels le Real est censé rouler. Donc vraiment, c'est un Barça avec beaucoup de blessés. Donc cette victoire, évidemment, c'est une victoire de prestige. Ça reste le FC Barcelone de Flick, ça reste une équipe qui la saison passée a fait une demi-finale de Champions League. Mais on n'est quand même pas sur le grand Barça, donc c'est une belle victoire, c'est un 3-0. Mais c'est pas un match niveau Bayern, niveau PSG ou niveau Arsenal. Donc on va voir ce week-end évidemment ce que ça va donner. Chelsea peut totalement, on les connaît, ils sont remplis de surprises. Je le souhaite pas, mais ils sont capables de renverser Arsenal ce week-end. Mais je pense pas qu'ils vont le faire. Et je vois en plus de ça, sur les dernières saisons, je crois qu'il faut revenir en 2021 pour voir Chelsea battre Arsenal. Sinon, sur les 8 dernières rencontres, c'est 6 victoires d'Arsenal, 2 matchs nuls, que ce soit au Bridge ou à l'Emirates. C'est un déplacement, mais qui réussit plutôt bien à Arsenal. Je les vois encore une fois gagner. Je les vois sur un 3-1. Ouais, je vois quand même la capacité de Chelsea d'aller marquer un but, parce que Estevao, il est en feu, parce qu'il m'impressionne. Je vois que lui pour vraiment aller
aller déranger la défense d'Arsenal, mais il est tellement fort que c'est possible. On va avoir enfin notre petit combat Rice-Caicedo, même s'ils ne sont pas au même poste, même si Rice l'a dit. Voilà, ça a tellement exalté les foules dernièrement de savoir qui était le meilleur des deux. Bah, on aura peut-être un semblant de réponse ce week-end, même si les deux joueurs ont l'air de s'adorer. Et nous, ça nous fait toujours plaisir, ces petites batailles. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end de PL. En tout cas, celui-là, je l'attends avec impatience et ça peut déjà être un gros tournant. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut mes cracks.